Aujourd'hui, troisième chapitre, l'art là où on ne l'attend pas. On a vu qu'il pouvait être, j'ai dit dans ta gueule, comme un slogan virulent à des endroits inattendus. Euh, on a vu qu'il pouvait être à l'intérieur même d'un film chez Godard, par morceaux. On a vu hier, c'était peut-être surprenant, mais cette histoire de l'art la plus ouverte possible m'amène à commencer à penser le rapport aux machines et non pas à faire l'histoire de l'art, ce que je vous fais et que vous avez la gentillesse de suivre tous les jours. Elle n'est pas écrite en fait. C'est pour ça que j'invente des raccourcis et la vidéo me permet ce genre de rapprochement parce que celle de Blisten, celle de Nadège Lagérie-Dagen sur le 20e ne me satisfont pas complètement. J'ai longtemps, sur la première partie du 20e siècle, je me suis appuyé sur Bernard Blisten, mais sur le travail qu'on va voir aujourd'hui, sur le happening, sur l'art éphémère, puisqu'on a vu dans la rue, on va dire, dans le cinéma, et hier, euh, dans les machines, je voudrais aujourd'hui et demain parler de l'art à un endroit où on ne l'attend pas, dans l'instant, dans un moment donné. Et l'œuvre derrière moi, la plus célèbre de toutes celles que je vais vous montrer, c'est une performance à un moment donné qui attire l'attention sur quelque chose. Cet instant éphémère, ça va être l'occasion de beaucoup de poésie, de beaucoup de choses simples, de beaucoup de presque rien, et quelquefois de se demander où est passé l'art, tellement il est impalpable. Et demain, ça sera sur le temps long, c'est-à-dire sur des choses qui transforment un peu dans la suite logique de la semaine précédente sur le land art, de transformer profondément la réalité. Et c'est de ce point de vue-là que piocher sur d'autres domaines m'amène à faire une histoire de l'art qui évolue, dans lesquelles je dois faire des impasses par moment, et où j'essaye non plus de coudre un fil, puisque vous savez que l'histoire de l'art, ça n'existe plus. Il n'y a plus de grands récits. On fait des épisodes qui se connectent entre eux par morceaux. Un petit rappel très simple sur comment est née cette histoire de l'art. Le voici chez Hugo Ball en 1916 chez Dada. Le 23 juin, il donne la première représentation d'une poésie sans mots. J'ai fait une séance sur ce dadaïsme et en m'appuyant sur ce beau livre sur le dadaïsme, voilà un poésie avec un costume en carton qui, dès qu'il bouge un peu, va s'écarter. On n'a pas de terme pour mettre un nom sur cette chose voilà, qui a lieu dans un cabaret à un moment donné, avec ce genre de poésie vocale qu'on retrouvera chez les lettristes, chez les situationnistes. Voilà, pas de ponctuation pour savoir est-ce que je dis Gadji Beri Bimba ou est-ce que je dis Gadji Beri Beri Bimba. Je ne sais pas, c'est une poésie qui doit être énoncée, qui doit être faite en direct et qui doit jouer avec la spontanéité de celui qui fait devant un public, avec cette idée de refus de la permanence, c'est-à-dire il n'y a rien qui reste, pas de traces, pas de vidéo à cette époque-là. Et pour notre période de 64 à 81, justement, la vidéo va devenir plus tout à fait seulement une captation de ce qui s'est passé, le document, mais devenir, avec Yoko Ono par exemple, un vrai élément de partage de tout petit moment, de sorte de tout petit poème visuel qu'elle va nous projeter. La vidéo, le cinéma expérimental va commencer à prendre un statut qui joue avec cette instantanéité, avec ce temps long. Et puis, provocation, puisqu'il s'agissait de satisfaire une exigence, provoquer l'outrage public chez Dada. Voilà ce que dit Walter Benjamin. L'œuvre d'art devient un projectile. Si vous vous souvenez de l'épisode suivant, si on prend une espèce de fil de cet art éphémère en temps court, c'est celui du Black Mountain College dans lequel Merce Cunningham va peindre devant un étonnant paravent d'un homme dont je ne dirai pas le mot pour que vous essayiez de deviner. Ça commence par Robert et ça finit par Rauschenberg. Il mélange de la peinture, du tissu, des poteaux, des couleurs, qui fait que le danseur va interagir avec. Il est finalement en train de faire une peinture, mais en train de faire un environnement qui va participer à la danse du danseur. Rauschenberg, le voici sur une de ses peintures-sculptures. On a déjà plus de catégories tout à fait, on est en 62. Et en photo lui-même, en jouant avec le reflet de la vie qui est entrée dans l'œuvre. Et puis, à Beaubourg, je vois c'est pas moi dans le reflet, mais ça aurait pu avant ma transformation, j'étais une très belle femme.
Ce que Alan Capro, qui est celui qui va inventer le mot happening, qui va un peu définir en quoi c'est la même chose qu'une performance, pas tout à fait, cette idée d'une œuvre d'art éphémère produite devant un public avec des consignes préalables, mais dans lequel la spontanéité peut apparaître, et elle va apparaître dans le jeu, dans la façon de dire les mots qu'on a vus dadaïstes, par exemple, de danser en fonction de tel ou tel changement de la musique ou de l'intuition du danseur qui ne suit pas une musique, c'est Cage et Cunningham, et puis de jouer avec la structure elle-même. Ce paravent qui s'appelle Reangel Ball Panels, avec, vous voyez, des pommes en plastoc qui sont peintes par endroits avec des éclats de verre, avec des lampes au-dessus. On pourrait tout à fait penser à un paravent de Rauschenberg, et c'est Alan Capro, le créateur de ces happenings, qui était élève lui-même au Black Mountain College. Dernière étape qui nous amène sur nos 3 artistes du jour, qui sont, c'est pas un hasard, on va continuer à tirer un fil nouveau, 3 femmes, Yoko Ono, Valley Export et Gina Pan. La première, Yoko Ono, rencontre dans ce groupe Fluxus en 62 George McYunnas et puis Nem Jumpek, notamment. Voici une salle de concert avec un asticotage de piano. Voici un merveilleux livre, si vous avez l'occasion de vous plonger, un merveilleux film. Même si on ne comprend pas la langue, on peut jeter un œil dessus. Il est un de ceux qui compte énormément dans ce néo-dadaïsme américain, puisqu'il y a des artistes qui viennent d'Europe et qui se retrouvent aux États-Unis. Yoko Ono vient du Japon. Hein. On a tout un élément de transformation par des visiteurs qui va nous donner cette performance, par exemple, de Nem Jumpek, que je vous passe très vite. Wir hoffen, verehrte Zuschauer, dass Ihnen der tiefere Sinn dieses Opus schon nach den ersten Takten aufgegangen ist. Wenn nicht, trösten Sie sich mit einem Werk von Lamonnian, Komposition 1960, Nummer 10. Il est en train de dire qu'il joue sur une musique de Lamontaillon, qui est un compositeur remarquablement important comme John Cage. Le voici en train de dérouler un grand morceau de papier devant un public qui se demande ce qui va se passer, la spontanéité. Il est en train de faire des empreintes qu'on pourrait prendre comme un ancêtre de l'histoire de la peinture, ou en tout cas la base d'une peinture et d'une performance. Comment garder une trace, ça c'est la question. Et puis Nem Jumpek, qui est toujours inspiré quand il performe, va se laisser aller à trouver d'autres moyens de tracer des traits. Wohlgemerkt, es handelt sich Musikfestspiele. Man beachte den musikalischen Hinterkopf. Voilà, dernière étape, il va tremper sa tête dedans. On a juste une trace, juste un élément qui reste de cette performance. Est-ce que ce qui est devant nous sur le papier, c'est une œuvre? Est-ce que c'est un morceau de l'œuvre, puisqu'elle a été produite pendant un temps éphémère ou auquel les spectateurs ont assisté, qu'ils soient heureux ou surpris ou choqués? Voilà, tout l'enjeu de la performance va être ça. C'est arrêter la sacralisation de la peinture et de l'œuvre en général, ne pas la mettre dans des musées. On est dans des lieux publics, on est dans des espaces, on va le voir dans le musée quelquefois pour le chatouiller, mais quelquefois aussi dehors, dans la nature, pour produire quelque chose qui fabrique une trace et quelquefois dans laquelle il n'y a pas de spectateur. Un autre exemple que j'aime beaucoup, qui finit ma petite histoire de la performance et de l'œuvre éphémère, c'est le merveilleux poète John Giorno. Si vous écrivez de la poésie en 62, il disparu il n'y a pas très longtemps, il y a eu une rétrospective de son travail au Palais de Tokyo qui était très passionnante. Qui lit de la poésie? Déjà pas grand monde. Qui va aller la voir dans un monde moderne? John Giorno est l'ami de Andy Warhol. Il est le visage qui est filmé dans le très beau Sleep, filmé en train de dormir. Eh bien, la poésie, on va la performer, c'est-à-dire à la façon d'une espèce de stand-up devant tout le monde, avec ou sans papier, avec ou sans improvisation. On va rendre la poésie vivante et la proférer devant tout le monde simplement. Mais il y a un moyen beaucoup plus rigolo, et quand le Palais de Tokyo l'a reconstitué, on peut appeler et avoir un poème. Parce qu'à l'autre bout,
Vous avez John Giorno qui est chez lui et qui, en répondant au téléphone, va vous lire un poème, va vous délivrer un poème comme vous le souhaitez. Le voici au Palais de Tokyo, il y avait un téléphone et on pouvait appeler pour découvrir un petit poème. Le texte, l'esprit de John Giorno est assez merveilleux parce que chacune de ces phrases sont assez courtes, c'est des pensées très simples qui vont parler à tout le monde qui me regarde. Quand j'avais 15 ans, je pensais que je savais tout, ce qu'il y avait à savoir. Maintenant que je suis vieux, je sais que c'était vrai. Et toc. Le rapport au passé, le rapport au futur, toujours au cœur de cette question du contemporain. Le contemporain s'intéresse au passé et à la trace que ça peut supposer. Et des séries de poèmes sur lesquels je reviendrai parce qu'il va avoir l'idée de mettre ces poèmes sur des toiles et de les exposer tels que, des phrases assez courtes. Et ce livre qui est une petite merveille de dompter les démons américains. Voilà un beau programme qui nous vaudrait aujourd'hui une belle activité. Cette introduction de la performance m'amène au travail d'Alan Capro, le site qui permet de regarder un peu tout son travail. Voilà, inspiré par Cage et Duchamp, il invente ce terme de happening, voilà, en train de se produire, c'est ça le terme happen, ça arrive. Et il dit le happening, c'est l'héritier des provocations artistiques du dadaïsme et des expérimentations du surréalisme. C'est pas forcément voué à rester en fait. Donc des happenings, Alan Capro va en organiser beaucoup, des moments éphémères. L'air de rien, tout ce qui est art de rue, tout ce qui est performance à la Decoufflé en 89 dans l'espace public va être inspiré par cette idée d'intervention. Voilà, le happening se distingue de la performance par le caractère spontané et le fait qu'il exige la participation active du public. Voilà, il dit structurellement c'est la même chose, mais la performance est un événement artistique, il se produit devant un public alors que le happening n'a pas de public, il a seulement des intervenants. Les gens peuvent aller, venir, c'est pas forcément... il retire encore la dimension spectaculaire en fait. Et il va amener ce qui va nourrir le travail de Yoko Ono, l'interaction avec le public. Le public va pouvoir agir, pas juste être choqué et gueuler. Exemple, fabriqué avec Fluide en 67 et demander de l'aide à tous les gens qui participent avec des blocs de glace, une maison éphémère, un espace qui disparaîtra avec le temps. Rien de plus. Un petit livre qui s'appelle « Comment faire un happening ». Une intervention dans les musées, dans les galeries. Il fera celle-ci à Pasadena en 67 et à Bordeaux bien plus tard. Remplir l'espace complètement de pneus usagés pour transformer la perception qu'on a de l'espace. Évidemment, quand tu circules à l'intérieur de ça, je pense que la photo de la dame juste après serait beaucoup plus intéressante. Le corps dans l'espace est changé, la façon de circuler, de voir les autres est changée, mais aussi la puissance de l'odeur, en fait, du son qui est transformé par cette intervention dans le site. Le but éphémère est de créer des situations nouvelles qui va faire réagir le spectateur. J'ai déjà parlé de ce Words qui permettait de prendre des petits mots, voilà le mode d'emploi de ce Words dans lequel je suis entré à la Fondation du Doute à Blois lors d'une exposition, merveilleux endroit, la Fondation du Doute, avec beaucoup d'œuvres de Ben à l'intérieur, qui est de la même période, prendre des lettres, des mots, les coller à un endroit pour fabriquer une succession de termes, voilà, c'est très très simple la plupart du temps, et puis à l'intérieur de ce petit mur de tissu, entrer, pousser les rideaux, on dirait impénétrable de Soto, enregistrer une phrase qui vous plaise, qui restera accessible par l'artiste et dans la collection. Enregistrer de l'éphémère, y participer, être au cœur d'une situation nouvelle. Finalement, on allait de plus en plus loin dans la façon de faire interagir le public, mais celle qui va le faire le plus, c'est elle. Étonnamment, je conseille ce petit livre qui est un petit livre tout à fait simple, parce qu'il y a eu une grande exposition à Lyon il y a très peu de temps, elle est encore vivante. Alors, très rigolo, on va commencer comme ça par une petite interview. C'est là où on commence à se rapprocher de choses qu'on connaît très très bien. Une petite interview dans une émission de Ardisson où il s'est amusé, c'est des astuces à la Ardisson, à la faire s'interviewer elle-même. Yoko Ono, ne Mrs. Lennon, ne whatever. Have you come to... No, I mean, I don't think it was an arrangement. It was convenient for John to have an assistant when he got to LA. And she was a very good assistant, Non, on commence.
C'est pas 0,5, c'est 0,50. Yoko Ono, ne Mrs. Lennon, ne what Lennon's wife. But before that, were you already a famous artist? Voilà. Rien de plus que ça. Une femme sur scène, et le fait qu'elle soit une femme n'est pas anodin, habillée, à genoux, une paire de ciseaux disponible pour que les gens puissent chacun à leur tour venir découper un morceau du tissu de ses vêtements et l'emporter. Voilà, une femme comme un objet, c'est pour ça que je vous disais que nos 3 artistes femmes arrivent en direct, et c'est pour ça que l'histoire de l'art de Blisten, ne mentionnant pas ces œuvres-là, me semble être moins intéressante sur ces périodes, parce qu'une femme objet, comme on la voit dans les médias de ces années 60, comme les mouvements féministes vont de plus en plus le questionner, et on va voir avec Valley Export que des mouvements encore aujourd'hui, puisque ces artistes-là sont vivantes, comme MeToo, sont interrogés par les performances. Performance, pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre femmes, corps et performance? On le verra demain encore plus. Tout simplement parce que la mise en danger du corps, quand on est face à quelque chose où vous ne devez pas bouger et faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui découpe des morceaux de vos vêtements, ce qui finalement est un mouvement très très violent, et que tous les autres y assistent en silence, en juste regardant ce qui se passe, il y a une espèce de façon de présenter le corps comme un objet simple et de façon de montrer par l'exemple, plus que par une peinture ou une photo ou un texte, que cette mise en danger est continuellement au cœur de la vie des femmes qui se baladent dehors. Ça, c'est la première, 61, 62, Kate Peace, qu'elle a renouvelée à plein d'endroits. Oui, elle peut la réactualiser. C'est elle, il n'y a pas très longtemps. Et il s'agit pour les performances, on dit réactualiser, c'est-à-dire il y a un petit scénario qui est écrit, et puis l'ensemble peut être refait à différents endroits par le même artiste et dans des mouvements récents des années 90 à 2000, rejoués, on va dire, par d'autres artistes. Parce que ce que Yoko Ono fait, ce n'est pas seulement cette mise en danger de son propre corps pour le questionner, suite aux provocations de Fluxus qu'elle a bien connues, c'est aussi de commencer à inventorier des sortes de scènes, des consignes qu'elle va écrire sur un papier et qui vont être juste épinglées sur le mur de la galerie. Exemple simple, dès 1955, voilà, allumer une allumette et attendre de voir ce qui se passe. Ce qui est à la fois une chose très jolie, très simple, presque poétique que vous devez faire dans la vie de tous les jours et qui vous est juste demandé sur une consigne et qui, je le disais, peut être travaillée, reprise par un petit film de la série des films Fluxus qui va juste montrer, mais d'une façon assez inattendue. Voilà, le titre arrive en sautillant, plus calme. On vous a proposé de le faire vous-même. On vous a proposé même de ne pas le faire, mais d'y penser. Et l'œuvre va pouvoir commencer par les instructions à être fait juste dans votre cerveau. Et on va proposer, Yoko Ono change aussi le module de la place de la performance et de la place du film. On va proposer de le regarder, ce qui est assez beau. Je ne vous l'ai pas laissé en entier, mais un petit moment de silence senaldien, c'est toujours pas mal. Cette démarche caractérisera toute l'œuvre de l'artiste qui fera de l'instruction le moyen d'offrir un cadre de réalisation d'actes. Elle va donner des instructions qui sont sur le mur, épinglées, et que vous pouvez soit réaliser en vrai,
soit réalisé mentalement. Alors, réalisé en vrai, c'est un peu flippant parce qu'on est au musée et qu'on vous dit de planter un clou dans une toile et que tu as beau faire le malin, tu ne sais jamais tout à fait si tu as le droit. Elle ajoute que ces instructions ont donné la liberté de faire toutes sortes de choses que je ne pouvais pas faire dans le monde matériel. Voilà pourquoi ma séance d'aujourd'hui parle de l'art là où on ne l'attend pas, dans l'instant en fait, dans le temps très court. Par exemple, mélanger 3 peintures dans sa tête. Tu ne peux pas réussir à faire cela dans le réel. Avec des instructions, tu peux faire une peinture en 4 dimensions, 5 dimensions, 6 dimensions. L'essentiel étant que tu peux voler dans ta tête. Ainsi, j'ai trouvé beaucoup d'avantages à instructionnaliser des peintures. Il ne s'agit pas de ne plus faire de peinture, il s'agit de proposer des schémas, des consignes qui permettraient, et c'est là où il y a une part de poésie, de la fabriquer soi-même. Cet ensemble de termes, de propositions, va se retrouver dans un petit livre qui s'appelle Pamplemousse, Grapefruit, et parce que la petite critique de l'expo de Lyon disait il n'y a parfois que quelques mots sur le mur. Voilà, toutes ces instructions qui sont toutes les pages de ce Grapefruit, qu'on retrouve dans un livre directement. Voilà, le livre, c'est l'œuvre, ou les consignes faites dans ta tête. Et ce qui est précisé comme œuvre de son, écoutez votre respiration, écoutez la respiration de votre enfant, écoutez la respiration de votre ami, continuez à écouter. Rien de plus que des sortes de formules qui sont à la fois de la poésie, mais à la fois quelque chose qui doit être activé en vrai, parce que chaque jour, vous pouvez en consulter une, jouer avec, ou la proposer à des amis. La voici dans la totalité au MoMA. Beaucoup de créations interagissent avec le visiteur, effectivement, et la journaliste dit de façon amusante, on jette un regard à gauche, à droite, on cherche une approbation officielle parce qu'on est dans le musée et on ne sait pas tout à fait si on peut le faire. Mais ce que Yoko Ono propose à chaque fois, c'est il faut y aller. Rien de plus. Par procuration, c'est elle qui vous donne les consignes en un sens, et vous jouez à le faire. On peut marcher dans les pas de quelqu'un, c'est les consignes que je vous traduis, derrière lui, dans la neige, dans la glace, dans l'eau, et essayer de ne pas faire de bruit. Alors, marcher derrière lui dans l'eau, c'est pas facile de ne pas faire de bruit, il faut être vraiment très, très attentif, très synchronisé, et vous comprenez que le jeu est aussi que c'est en 64 en plein été que marcher dans l'eau, marcher dans la glace ou marcher dans la neige ne va pas se faire en 4 secondes. Va pas se faire la même journée, va pas se faire de la même façon. On est à la frontière de consignes qui sont de pure imagination. Des consignes de conversation, des consignes avec de la neige. Voilà. Pourquoi elle dit ça? Parce que l'art n'est pas une chose spéciale, tout le monde peut en faire. Si tout le monde devenait artiste, ce que nous appelons art disparaîtrait. J'aime pas trop le mot interactif parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais l'idée au cœur de ça, c'est de donner la main à ceux qui pourraient jouer ou qui auraient envie de jouer. Et pas seulement un truc neuneux façon art pour les enfants dans les musées. Je prends d'autres exemples parce qu'ils sont un peu parlants. La promise piece, la pièce promise, on prend une tasse qu'on casse en public, on donne 2 morceaux au public et on leur demande de s'engager à se revoir dans 10 ans avec chacun un des morceaux de la tasse. Illusoire, assez beau finalement, assez simple. On a vu beaucoup de choses finalement très violentes. Et cette idée de nouer quelque chose à distance, peut-être entre des personnes qui ne se connaissent pas, c'est finalement pas si mal. Une possibilité dans le musée lui-même de jouer aux échecs. Effectivement, si vous avancez, vous reconnaissez qu'il n'y a plus de noir et plus de blanc, il n'y a plus d'opposition. Et il s'agit de jouer en faisant confiance, en se rappelant de ce que c'est, et puis en acceptant que la règle du jeu égalitaire complique le jeu, ou l'avantage. Cette oui peinture qui est une petite merveille, vous avez un escabeau, alors il faut entrer dedans ou pas entrer, est-ce qu'on a le droit? On pose des tas de questions. On monte sur l'escabeau, on a une petite loupe qui est ici, et il faut aller regarder quelque chose qui est là. Il y a écrit ça en tout petit. C'est la oui peinture. La légende dit que c'est ainsi qu'elle rencontre John Lennon. Et là où ça devient très intéressant, la première partie consistait à dire que elle le dit dans cette fausse interview, c'est pas elle qui a séparé les Beatles, et puis on s'en fout. De toute façon, quand on voit le caractère de McCartney et celui de Lennon, leur engagement politique, leur rapport à la pop culture,
plus léger, plus pop chez McCartney, plus engagé, plus sérieux, peut-être plus lourd aussi chez Lennon, dans la musique même, quelque chose de plus pop et quelque chose de plus rock. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que il le dit lui-même, au début, John Lennon est presque moins connu qu'elle. Et dans leur façon de créer, dans leur façon de vouloir faire quelque chose ensemble, ils ont l'idée tout à fait audacieuse de profiter de la notoriété de John Lennon. C'est assez gonflé de sa part à lui et assez étonnant de sa part à elle, de voir qu'on peut fabriquer une performance la plus célèbre au monde. On the 5th of May, Lisa Minnelli makes the bed. It's a bed-in, folks. America, you know. And then you're going to go on to the next one, I believe. We'd like to go to Moscow if we could, and see the Pope if we could. We'd like to see all the heads, you know. Well, you're in London, why didn't you give some to Harold Wilson? Is there not a more positive way of demonstrating in favor of peace than sitting in bed with What's more positive, you know? Voilà, qu'est-ce que vous foutez là? Ben, c'est simple, on a décidé de faire une performance pendant un temps donné à Amsterdam une première fois en 69, repris à Toronto à un moment donné aux États-Unis aussi, pour la paix, pour attirer l'attention sur cette guerre au Vietnam, sur d'autres guerres alentours et pour attirer l'attention des médias sur ça. Ça peut paraître très curieux comme rapprochement, c'est que en fait, c'est un télescopage qui est assez passionnant intellectuellement, au moins on peut donnons un argument pour et contre. C'est à la fois niais, est-ce que c'est la paix qui peut être arrêtée juste par une performance ou par les médias? Non. Et comme pour Banksy, qui s'amuse, sachant que les petits chats sont les choses les plus recherchées sur Internet, je vous le signale, c'est la recherche au monde la plus importante, va peindre un petit chat sur des murs de Palestine pour que les médias se réintéressent à ça. Voilà, un jeu avec les médias eux-mêmes qui fait que le travail de Yoko Ono ne s'arrête pas du tout avec celui de Lennon, et où intellectuellement, ce qui m'intéresse davantage encore, c'est cette rencontre à un endroit donné en 69 entre l'art contemporain le plus avancé et la pop culture. On pourrait penser que Lennon s'amuse à devenir un artiste, s'amuse à être un intello, complexe ouvrier anglais, mais il s'agit de regarder aussi, et c'est ça qui nous emmène loin dans cette œuvre-là aussi, que les deux ne sont pas américains et que la dame est d'origine japonaise, et comme le dira Lennon lui-même, aux États-Unis, ça veut dire quelque chose d'assez fort, qu'un étranger japonais vienne nous dire qu'on doit faire la paix. Beaucoup de remarques nationalistes contre ça. J'ajoute pour finir que dès 69, ils vont commencer à fabriquer un groupe et où la place, le regard de John Lennon, un peu de mégalo du garçon, mais c'est aussi une façon d'attirer les médias sur son travail. Voilà. Son groupe s'appelle Plastic Ono Band et il ne va pas faire semblant de réunir, il ne va pas se mettre en retrait, il ne va pas se mettre en avant, il va fabriquer une sorte d'entité qui réunit les deux et qui montre après tout l'amour entre deux êtres humains. Pas si facile que ça d'en faire le portrait. Vous avez échappé au petit travail Mind Games, vous le mettez vite fait. Voilà. Pourquoi est-ce que les amateurs de musique n'aiment pas trop le travail de Yoko Ono? Voilà, un jeu avec des borborigmes, avec des jeux de voix, de sons qui sont quelquefois, avec de l'improvisation, qui sont quelquefois redoutablement difficiles à suivre. Un jeu harmonique, mais un jeu de dissonance. Si je trouvais un équivalent qui va vous mettre sur les fesses, celui qui joue de sa qualité harmonique et jeu de décalage et d'improvisation, c'est Philippe Catherine, qui peut produire des merveilles ou des horreurs difficiles à regarder. J'en profite pour dire un peu de mal du chouchou de Catherine, c'est que Yves Klein, dans les années 60, est aussi un des premiers, alors en tout cas en France, après avoir travaillé sur cette idée d'espace, de sortie de la toile du mur, plus de cadre, elle est à distance du mur, elle est en train de flotter, sur une couleur qu'il a
authentifié, qui est une espèce d'évasion pour le spectateur dans l'espace. Il va aller plus loin dans la façon d'inclure le spectateur en créant lui-même des performances, c'est-à-dire en proposant, par exemple, à Michael Blanquefort, qui est le premier, un écrivain, d'acheter de façon éphémère, sous la responsabilité de François Matet, le directeur des arts décoratifs, avec de l'or, 20 grammes d'or, qu'il va jeter dans la Seine. Il lui a vendu de l'immatériel. Il était au courant, hein. Il y a des témoins et il savait à quoi s'engager. Quelque chose d'éphémère, une zone de sensibilité picturale immatérielle, quelque chose comme peindre le ciel, peindre l'encens. Ce qu'il essayait de faire déjà avec les premières peintures en volume et sur lesquelles il essaye d'aller plus loin en intervenant de façon éphémère également. Même chose avec cette symphonie monotone dont il va, avec une créatrice, faire la bande-son. Des femmes interviennent, se recouvrent le corps à l'éponge de bleu et viennent se plaquer sur la toile. Une note continue qui peut être orchestrée, jouée par plusieurs musiciens, plusieurs configurations, selon le lieu où ça va être fait, ça change tout le temps. Et la performance à regarder qui permet à ces femmes de plaquer leur corps sur l'ensemble du reste. Alors je disais que, historien à demi que je suis, de la philo de l'art, sans vouloir avoir un avis définitif sur la question, j'essaye aussi de retourner le sujet. Je vais critiquer cette œuvre, donc j'ai pas la réponse à tout, j'ai des arguments pour le faire. Qu'est-ce qui m'ennuie finalement dans ça? C'est finalement le travail sur le corps féminin, je trouve qu'il fait partie d'une histoire de l'art qui est ancienne. La performance comme activation de quelque chose qui fait réagir le spectateur, finalement, on a ces femmes pinceaux qui sont très belles et qui sont des espèces de traces, comme un X demi-humain, du poitrine, ventre, cuisse de ces femmes, comme une trace de quelque chose qui s'est passé auquel on n'a pas assisté, et finalement comme une trace presque préhistorique d'un signal qui est ancien, mais je trouve finalement avec moins d'amusement, moins de légèreté, et une forme plus importante que ses collègues américains. La place de la forme est très très importante, c'est une sorte de dessin précis. Alors les deux qui me restent à aborder sont tout à fait subtils. Gina Penn notamment parce qu'elle est connue pour des interventions plutôt violentes sur son propre corps, dont je ne vais pas parler du tout parce qu'à la limite ce sont les plus connus. Et je vais surtout donner la parole à mon ami François Bon, qui en a fait un texte tout à fait important, Action pour Gina Penn, et sur lequel, dans une vidéo dont j'ai extrait des petits morceaux, il va expliquer la raison de son intérêt pour le sujet. Je lui donne la parole. Tiers livre, les ateliers d'écriture. Quand on commence un nouveau cycle, c'est pas si facile. Alors là, il anime des ateliers d'écriture en ligne, il a une chaîne YouTube, c'est un des pionniers depuis 1997 de l'Internet en lien, de l'Internet comme médium pour diffuser. Il y a une auto-édition livre à la demande. Et il a, à mon sens, c'est pour ça que j'aime beaucoup son travail, une intuition de ce que va devenir la diffusion du livre, du savoir au travers des vidéos comme on les fait là, d'ateliers en ligne ou de partage de ce type-là. Et il est en train d'introduire des consignes, si vous voulez le suivre, ça ne coûte pas très cher d'ailleurs, il ne m'a pas demandé de faire de la pub, pour faire un atelier d'écriture. Un atelier d'écriture, on te donne des consignes, tu vas inventer quelque chose qui va se passer et sur lequel tu vas travailler, reprendre le texte. Comme ces ateliers sont très variés, il va ici essayer de proposer de s'appuyer sur le travail de Gina Penn qui va le présenter. Maintenant que ce cycle est lancé, je voulais que tout de suite, on s'installe dans quelque chose qui, a priori, est éloigné des usages littéraires. Alors éloigné, pas tant que ça, parce qu'une grande question, depuis, en tout cas, par exemple, les dérives de Debord, vous savez, marcher dans Paris en suivant le plan de Londres. Guy Debord, situationnisme, on prend un plan de Londres, on se balade dans Paris en suivant le plan de Londres, pour fabriquer un décalage sur le regard. Autre proposition, cette façon de poser l'expérience en amont et que l'écriture de l'expérience elle-même devienne la forme du récit. Voilà, là il dit quelque chose qui est
complexe et passionnant. Et il y aurait d'abord une expérience qui se réalise. C'est pour ça qu'il va s'appuyer sur ses actions. C'est qu'on va d'abord faire quelque chose et l'écriture viendrait après, pas forcément une instruction préalable. C'est-à-dire que l'écrivain n'est pas passif, spectateur d'un monde qui bouge, mais que c'est précisément en allant effectuer une action, en allant déranger l'ordre tranquille du monde, que le récit qu'on va installer ici, où soi-même, auteur, on est impliqué, ouvre à comment le langage peut décaler, agir, faire trembler, attirer à soi. Voilà. Si j'agis, si je fais quelque chose, et vous allez voir que Gina Pan ne fait pas plus et pas moins, parce que c'est assez beau, que par exemple déplacer des pierres et les faire toucher par le soleil. Si j'agis ainsi, comment l'écriture va arriver? Est-ce que l'écriture va être un compte-rendu de ce que j'ai fait? Est-ce que l'écriture va rendre compte de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi? Le rapport entre la place de l'écriture en amont, j'ai pensé faire telle action, et l'écriture qui fait le compte-rendu de ce qui s'est passé, voilà ce qui est au cœur du travail de Gina Pan. Ou simplement honorer dans sa paix, sa beauté, c'est possible, l'ordre établi du monde. Alors cette façon de partir d'expérience ou d'action in situ pour organiser différemment les possibles du récit, on pourrait multiplier les exemples. Mais ce qu'on n'a pas fait, en tout cas ce que je ne connais pas, c'est établir un court-circuit directement avec celles et ceux qui ont inventé ces usages dans l'ordre des arts visuels. Enfin, en tout cas, je ne sais pas comment les nommer, puisqu'a priori, c'est le même mouvement de bascule, de renverse. Mais c'est là où vieux souhait, depuis très longtemps, d'aller voir du côté de Gina Pan. Alors, on va voir pourquoi. Il a une façon de décrire. Gina Pan est connu pour des actions comme celle-ci, lors de la guerre du Vietnam, pour attirer l'attention sur ça. On va en parler un petit peu une autre fois. Une échelle avec, vous le devinez, des pics sur lesquels elle performe, pieds nus, mains nues, effectivement, avec tous les dégâts sur son corps que ça peut supposer. Pas de la violence gratuite, une sorte de violence comme un matériau sur elle-même. Et c'est pas ça qui l'intéresse ici, François Bon. C'est aussi le texte sur lequel elle écrit, ce lettre à une inconnue de Gina Pan, qui est une façon de dire comment elle prépare tout son travail. Le sous-titre de la petite vidéo s'appelle « La littérature comme partition et comme action ». Tiers livre, les ateliers d'écriture. UE, c'est édité par l'École des Beaux-Arts de Paris et heureusement c'est le plus nourri. D'ailleurs, dans les petits extraits que je vous ai mis dans les docs habituels, c'est des choses prises à ce livre. C'est-à-dire, d'emblée, à une tronche précise, Gina Pan écrivait tout le temps. Écrivait, dessinait, photographiait. Et c'est ça tout de suite où on va lâcher le morceau. Elle nomme ses interventions, ses œuvres, justement, les mots ne marchent pas. Elle appelle ça des actions. Mais en tant qu'action, il y a comment on la prépare. Et la préparer, c'est dessiner, repérer sur place, écrire, prendre des notes, faire des récits qui sont l'anticipation de ce qu'on va faire. Et puis ensuite, il y a ce qu'elle nomme la partition. Ensuite, il y a l'action elle-même. C'est une action qui peut être extrêmement symbolique. Et je crois que là, nous, on ne va pas prendre, je vais y revenir, Gina Pan dans ces choses, justement, à un moment donné, en 1970, le matériau, pour elle, c'est le corps. Au CAPC de Bordeaux, dans cette période où la question de l'usage de l'héroïne devient un fait social non contrôlé. Héroïne, la drogue, une performance qui va attirer l'attention sur ce danger. Il y a cette performance qui consiste à faire bouillir un énorme pot de chocolat chaud et enfoncer son bras jusqu'à... Et le temps de l'action, le moment où l'action est publique, tout ça est évidemment codé, ritualisé. Vous savez qu'ensuite, il y a
aussi des gestes qui respectent le corps en même temps, qui sont des actes extrêmement symboliques, extrêmement forts. En pleine guerre du Vietnam, monter une échelle dont tous les barreaux, chaque barreau successif, vont abîmer, couper les pieds, mais c'est une allégorie du monde. Elle le fait ensuite, justement, parce qu'elle se respecte. Mais cette question de ce qu'on inflige à soi-même, avec de l'autre côté la question du corps comme matériau, c'est à la fois évidemment ce pourquoi Djinapan est une sorte de pivot, comme Michel Journiac, en même temps qu'elle, mais sur un autre registre. Mais précisément, c'est pas reproductible. Qu'est-ce qui va voyager de cette action pour que cette symbolique devienne politique vis-à-vis du monde? Action autour d'elle, action après l'action, loin, vers le monde, contre le monde. Voilà. Ce qui m'intéresse de décrire là, c'est que on va le voir dans des exemples qu'il cite. Sophie Duplex, si vous vous en souvenez, était la commissaire de l'exposition de Christo. Il y a dans l'intervention de Djinapan, éphémère, un rapport à l'écriture qui est en amont, qui est pendant et qui est après, et qui rend difficile de faire comprendre, mais qui est plutôt bien expliqué par le monsieur en question. Premier exemple d'œuvre. Tiers livre. Les ateliers d'écriture. Il y a aussi un travail plastique, de sculpture, qui peut être avec des matériaux extrêmement nobles, avec un artisanat, avec toute une élaboration extrêmement précise. Donc, c'est pas quelqu'un qui se réduit à cette question d'action ou à la symbolique de la lame de rasoir en taillant. Non. Mais il y a cette période qui correspond pour elle à cette bascule qui va la mener à sa posture du corps, ou qui va la mener à cette saisie de soi-même comme matière. C'est une période qui est sur l'année 1968, sur l'année 1969. Djinapan vivait à Paris, mais retournait souvent apparemment dans l'Italie, de son pays maternel. Le mot maternel là est extrêmement pesé. Et ça commence par une action dans ce petit livre que je vais la trouver. Donc c'est dans le livre cette fois qui est bien de Anne Tronche, Djinapan Action, qu'on a quelques traces de ce qui est passé inaperçu. Je sais pas, c'est-à-dire j'ai pas accès aux archives de Djinapan, mais qu'est-ce qu'elle a préparé avant, qu'est-ce qu'elle a pris comme note, qu'est-ce qu'elle a développé. On a une action qui se résume en 8 photographies. Alors ça aussi, c'est un questionnement qui ne peut pas nous laisser indifférents dans le livre. C'est-à-dire pour les artistes, laissons le mot visuel, l'œuvre, c'est-à-dire la planche de photographie, c'est-à-dire le portfolio de 8 photographies, ou la planche des 8 photographies, ou l'exposition des 8 photographies, le nombre de tirages limités qui fait de ces 8 photographies devient ce qui est éventuellement monnayable dans l'œuvre. Pour nous, dans le livre, les processus éditoriaux sont différents, mais... Voilà. Faire cette performance qu'il va préciser, arriver dans un chemin, écarter des pierres déplacées. Elles n'ont pas eu la possibilité d'être au soleil, elles sont continuellement à l'ombre. Elle va s'en saisir, s'abaisser, les prendre, les mettre sur ce chemin en plein soleil, ne pas les recouvrir et repartir. La question qui est continuellement posée dans ça par François Bon, c'est premièrement, est-ce que c'est prévu? De quelle mesure c'est prévu? Dans quelle mesure c'est pas elle qui prend les photos? Est-ce que c'est un pied? Est-ce que c'est avec un retardateur? Est-ce qu'elle est accompagnée, comme elle le sera très souvent, avec une photographe? Pourquoi est-ce que c'est une vue du dessus sur son corps dans le haut? Pourquoi est-ce que ces images sont présentées par 8? Et comme il le disait à l'instant, est-ce que
la présentation dans un livre comme ça, en noir et blanc, avec des consignes qui vont autour, change tout. Oui, en fait, tous les éléments de la performance vont changer de sens selon la place qu'ils vont trouver dans le livre. Un exemple qui suit, c'est cette très belle photo qui s'appelle Terre protégée. Tiers livre, les ateliers d'écriture. Quand c'est juste une photographie, là, il n'y en a qu'une. Et là, j'ai pas le texte. On a juste le titre. Situation idéale, terre, artiste, ciel. Mais je pense à un contemporain, ami à Montréal qui s'appelle Steve Giasson et qui fait des performances invisibles. Ben oui, cet héritage, comme il se prolonge dans le monde de l'art contemporain, c'est-à-dire la photo est cadrée avec peut-être pas 50%, mais en tout cas 40% là où la distance, où la longue focale écrase, fait comme un mur de cette espèce de pente rocailleuse. On a un ciel, et puis la silhouette de Gina Pan, les mains dans les poches, mais cette ligne, simplement, et le fait que le cadre est en contre-plongée, fait qu'on a l'impression qu'elle domine la Terre. Situation idéale, Terre, artiste, ciel. Est-ce qu'elle est artiste ? Oui, quand elle cadre la photo, mais ça ne nous est même pas donné. Par contre, le mot artiste remplace le nom Gina Pan. Donc l'interrogation sur le statut d'artiste, il passe bien par le texte. Le texte là qui est le titre de... Voilà, le simple fait de titrer, je me suis trompé, de Terre, artiste, ciel, et de ne pas mettre son nom est une façon de questionner qui est en train de faire l'image. Où est l'œuvre, où est l'auteur en fait? Est-ce que c'est elle qui est prise en photo par elle-même, par quelqu'un d'autre? Dans quelle mesure le simple fait qu'elle nous domine la place en situation d'être artiste? Et dans quelle mesure est-ce qu'elle est plus artiste que Gina Pan? Tout un tas de petites questions qu'on retrouve dans des œuvres qui sont très simples et très belles. C'est lui, Terre protégée. Voilà, s'allonger sur la terre au moment de la pluie et protéger la terre. Avec tout ce que ça suppose d'éphémère et de rapport à la protection de la terre comme on pourrait le comprendre aujourd'hui. Même chose avec ici, Terre protégée, une sorte de cercle qu'elle fabrique qui vient entourer un élément seul et sur lequel il y a protection. Juste le temps d'un recouvrement, juste le temps que ça redisparaisse autour. Tiers livre, les ateliers d'écriture. Quand on commence un nouveau cycle, chaque fois aussi, terre protégée. Là, on est au contraire en plongée, mais vous savez, il y a un Christ de Mantegna qui a été peint, un petit peu scandaleux aussi, mais qui a été peint selon le même point de perspective, c'est-à-dire allongé sur le dos, les bras en croix, sur pareil, cet endroit de terre nue, rocailleux, et dire « ici, je protège la terre ». C'est une action qui s'est déployée en plusieurs autres. Il y a différentes manières pour elle de protéger la terre. Par exemple, installer un rond de petites pierres et puis un petit panneau marquant « terre protégée ». Simplement, il faudrait aller plus près. J'espère qu'un jour, on disposera d'autres matériaux que cette petite convergence de livres en anglais, en allemand, en espagnol, qui sont... Voilà. Ce qui est en train de suggérer, pour finir, c'est que finalement, non seulement le travail de Gina Pan consiste à dessiner, écrire, produire à l'avance ce qui va se passer, mais la question qui se soulève à chaque fois, quand on en fait le compte-rendu, c'est de savoir si l'organisation des images, si la construction des images pour des œuvres éphémères, elle prend une place énorme en fait. Qui a fait la photo? Qui l'a prise? Qui cadre la photo? Est-ce que c'est décidé puisque c'est elle qui performe un temps donné? Est-ce que la construction, vous voyez, une image seule de cet enfouissement, en fait, elle ouvre la terre et avec un miroir qu'elle tient à la main, elle donne du soleil à cette terre qui est souterraine. C'est assez beau. Et une fois refermée, la voilà qui enjambe et qui redevient dynamique, comme un héros cadré du dessous avec une force de contre-plongée. Voilà, on est au-dessus, là-haut. On est au-dessus ici, on voit comme un tombeau qui s'ouvre et hop, la terre est refermée, elle a eu son soleil, elle est
la cicatrice se referme et elle repart à l'aventure. Voilà. Finalement, il ne s'agit pas seulement de produire une performance éphémère pour attirer l'attention et l'art est là, c'est-à-dire pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'abîmer dans la terre, que quelque chose de presque rien peut être signalé par un geste artistique, mais dans la façon de construire le document, 4 photos superposées qui font un horizon commun, qui font un horizon de terre commun, vont construire l'image de la performance. Et c'est ça qui est en train de se dire, en fait. Voilà, une action dans une sablière très dangereuse où elle est en équilibre et où physiquement le danger est continuel, tout peut s'ébouler. L'action dure 30 minutes. Il faut photographier ça et c'est cette photo qui est proposée aujourd'hui en galerie. L'ensemble de ce que la Terre vous doit et de la façon dont on va lui rendre fait partie du travail de Gina Penn continuellement. Et la place de l'écrit, la place de... Je n'ai pas laissé la parole complètement, c'était un peu long ce que j'avais prévu à François Bon, c'est que la façon dont le texte va être quelquefois en légende, en expliquant la performance ou quelquefois en l'ignorant, va contribuer à poser des questions à l'écrivain et à l'auteur. Alors je vais changer en un sens de sujet, mais je reste dans l'éphémère, parce que j'ai oublié de dire que dans le livre de consignes de Yoko Ono, Pamplemousse, c'est la première fois qu'on a tout un système d'instruction, qui est le point commun à toutes ces performances des 3 femmes, Yoko Ono, Gina Penn, Valley Export. Le texte préalable, est-ce que les instructions vont suffire? Est-ce qu'ils sont l'œuvre? Dans quelle mesure ils déclenchent l'œuvre et dans quelle mesure ils en rendent compte? Yoko Ono va, par ce livre, être celle qui anticipe l'art conceptuel qu'on verra lundi. Elle l'invente, entre guillemets, avant que ça ait lieu, c'est-à-dire tout un ensemble de consignes qui vont suffire à montrer le travail. Valley Export est autrichienne, elle anticipe quelque chose de très fort, tout un travail sur le corps de la femme, plutôt en milieu urbain, puisque vous allez comprendre que l'art, s'il est éphémère, s'il dure un instant, là, il va durer 33 secondes. En 68, Valley Export propose la séance de cinéma la plus courte du monde. 33 secondes, durant lesquelles les passants sont invités à glisser leur paluche dans une boîte noire pour y tâter ses seins. Avec cette performance, l'artiste autrichienne pointe du doigt Hollywood, qui au travers de ses films enferme la femme dans des clichés, la réduisant à n'être qu'un objet de désir. Avec l'Expanded Cinema, je trimballais mon petit cinéma sur moi dans la ville. C'était une action de rue dans laquelle l'écran, ou plutôt la salle de cinéma, n'est pas visible, au contraire des spectateurs qui le sont. La séance durait 33 secondes et pendant ces 33 secondes, le spectateur avait ses mains sur mes seins nus et pouvait se les imaginer sur la toile. Oui, le renversement du rapport à l'image. Il ne voit pas les seins, mais il se fait un film et c'est lui qui est vu. C'est ça l'Expanded Cinema. Next, Shirley. Voilà. Et on a dans cette suite de tracks des extraits de femmes au cinéma hollywoodien en 68, plutôt des meubles, mais des belles gosses. Voilà, la performance va être éphémère et l'éphémérité fait partie du travail. Il est d'une autre nature que celui de faire participer le spectateur comme chez Yoko Ono, planter un clou, regarder une consigne, la découvrir, la chercher, ou celui d'un geste poétique qui transforme quelque chose que l'on ne voit pas, dont on a juste la trace. Ici, il s'agit de faire agir le spectateur, quitte à le mettre un peu mal à l'aise. Et nous voici à nouveau dans une des secondes performances de Valley Export qui n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle a une façon, si vous vous demandez, si vous cherchez une autorisation pour sortir, voilà, sortez votre mari. Le voilà présenté, quelque chose de finalement assez simple, assez amusant, assez violent aussi finalement dans ce que ça raconte. La performance va être l'occasion d'interroger les rapports sociaux, le regard social sur le corps des femmes et sur ce qu'on attend d'elles. Et puis, dans le plus spectaculaire de ce qu'a fait Valley Export, et je terminerai presque sur ça,
une performance incroyable, pas filmée, dont la description va vous faire dresser les cheveux sur la tête comme elle. Il s'appelle Genital Panic. Elle a tailladé dans son jean une forme pour qu'on voit ses parties génitales. C'est pour ça que ça s'appelle Genital Panic. Et voici la description de la performance féministe. C'est la première qui initie des performances autour de ça, de ce sujet du corps de la femme. Elle a sur l'épaule, en plus de ce sexe visible, une mitraillette chargée. Elle entre dans un cinéma porno de Munich et elle annonce que de vraies parties génitales sont à disposition du public pour en faire ce qu'il souhaite. Ce qui est ce que viennent chercher les hommes dans le cinéma porno en question. Et elle raconte, et là le texte prend aussi une importance énorme, « J'ai descendu chaque rangée lentement en regardant tout le monde dans les yeux. Je ne bougeais pas d'une façon qui aurait pu être érotique. Je descendais chaque rangée, l'arme sur l'épaule, pointée sur la tête de ceux qui se trouvaient à la rangée suivante. J'avais peur et je n'avais aucune idée de ce que les gens pouvaient faire. » La performance dans ce qu'elle a de plus fort. Pendant que je me déplaçais de rangée en rangée, chacun commençait à se vider de ses spectateurs qui quittaient la salle en silence, tu m'étonnes. En dehors du contexte du film, porno, c'était pour eux une manière totalement différente de se connecter aux symboles érotiques particuliers. Ce que fait Vali Export ici, c'est intervenir dans l'espace public et par son corps venir questionner le regard et les échanges qu'il y a entre les personnes. Je termine sur cette série de body configuration. Elle va dans la ville se prendre en photo, surligner l'ensemble pour questionner le rapport de nos corps à cet extérieur, pour montrer que ces corps, ils sont toujours dominés, toujours orientés, toujours dressés pour se balader, et que dans pas mal d'endroits, les femmes ne peuvent pas forcément passer, et que cette question-là, des body experience, dans les années 69, c'est tout à fait nouveau. C'est Valley Export qui initie cela. Valley Export est une figure emblématique, figure féministe, figure mythologique. Elle a ouvert énormément de portes, la place du corps, le rôle du patriarcat, la révolte, l'action comme premier geste artistique. Valley Export m'a demandé de l'aider d'une certaine façon à construire l'exposition autour des body configuration de 1972 à 1976. Il me paraissait important de situer et contextualiser. Elle a une fausse jartelle tatouée sur la cuisse. Cette série de photographies où elle est elle-même dans la rue à Vienne, dans des cours et ensuite dans la nature. Et donc on voit comment elle questionne le rapport patriarcal dans la rue avec son corps, jusqu'à le transformer comme quelque chose de l'ordre du dessin, où dans certains elle rajoute de la couleur, ou inclut des formes abstraites. C'est aussi quelqu'un qui fait ce travail en parallèle presque à tout ce qui a été le land art aux États-Unis au même moment. Son travail est d'une actualité contemporaine des plus cinglantes et toujours d'à propos que ce soit. Voilà, la façon de questionner le corps absurde, pas prévu, pas à l'endroit prévu et surtout pas par une femme. Cette intervention éphémère dans la ville est une façon de toucher du doigt quelque chose qui est plus compliqué que prévu. Pour vous dire au revoir, on parlera de John Baldessari qui s'amuse à 6 fois jeter des balles et prendre une photo. Mon cher ami Luc m'a dit « Attention, vous allez pouvoir faire une capture d'écran, que ça serait pas mal, avant de se quitter, de montrer la bibliographie que j'ai citée. » Et j'en ai fait une petite capture. C'est le moment pour vous de capturer les livres de Giorno, le pamplemousse de Yoko Ono, le site sur Alan Capro et Gina Pan. À demain.